Bona tarda, buenas tardes y saludos desde Barcelona. Depuis Barcelone, concrètement depuis l'auditoire du Born Centre de Culture et Mémoire, qui se trouve dans l'ancien marché du Born, qui fut inauguré en 1876. Un espace qui inclut, vous pouvez le voir ici à côté, un gisement chargé d'histoire également. Et c'est sans aucun doute un des quartiers avec le plus de charme de toute la ville, avec ses étroites ruelles médiévales, ses commerces singuliers, ses boutiques de design, ses cafétérias fabuleuses où on peut manger des glaces délicieuses. Il y a de très bons restaurants. Et tout près d'ici se trouve le célèbre musée Picasso et la majestueuse basilique de Sainte-Marie-la-Mère. Barcelone, une ville innovatrice, il faut le dire, et qui est une ville aussi en transformation urbaine continue et qui est leader à l'heure de situer le droit au jeu des enfants et des adolescents en tant que cadre de transformation urbaine pour améliorer la vie des enfants et la vie communautaire également. Nous vous donnons la bienvenue à cette journée hybride, puisqu'elle est présentielle. Il y a des personnes dans cet auditoire. Je suis très content de pouvoir être accompagné de personnes après autant de mois. Et puis aussi des personnes qui nous suivent par streaming, virtuellement, par YouTube. Bienvenue à tous à cette journée organisée par la mairie de Barcelone en collaboration avec l'Institut d'enfance et adolescence et l'Association internationale des villes éducatrices. Alors cet après-midi, nous allons beaucoup parler de la ville jouable. Comment est-ce que Barcelone se transforme et comment le reste du monde se transforme aussi. Dans cette première partie de la journée, ce que nous allons faire, c'est regarder le monde pour connaître des expériences de différentes villes jouables. Et pour cela, nous allons utiliser l'espagnol, le castillan comme langue véhiculaire, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent depuis l'Amérique du Sud. Et puis, vous disposez de traduction simultanée en français et en anglais. Il y a environ 2 ans, et ça a été qu'on a commencé ce projet, fruit d'un projet transversal où participaient plus de 400 professionnels d'entités de la citoyenneté. Et on a mis en marche le plan de jeu dans l'espace public de la ville de Barcelone. Et ce, avec 10 projets tracteurs et 63 actions, dont l'horizon est l'année 2030, qui n'est plus si lointaine. Et que Barcelone a beaucoup à faire et a beaucoup de possibilités. Nous savons, et l'adjointe au maire de Barcelone, département d'écologie, infrastructure et mobilité, Janet San, le sait. Elle a été leader du début de cette transformation qui se consolide dans notre ville. Elle va nous parler précisément de comment est le plan et de ses stratégies pour avancer vers une ville jouable. Janet San, un applaudissement, comme ça on verra qu'il y a du vrai public. Donc tu as la parole. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et merci à tous et à toutes d'être ici. Comme disait Clara, c'est vraiment un plaisir que de pouvoir récupérer une certaine normalité, de pouvoir nous retrouver, de pouvoir repartager, certains depuis assez loin, mais qui nous suivent grâce aux écrans, mais aussi retrouver les gens d'ici qui sont ici face à nous en personne et pouvoir de cette façon donc commenter, travailler toutes ces stratégies que nous avons commencé à impulser, comme je le disais, il y a plus de 4 ans. Je me souviens très bien avec Maria, Maria qui est la chargée d'éducation de la mairie de Barcelone, qui se trouvait à la tête de l'Institut de l'enfance et de l'adolescence. Et l'objectif était de savoir comment est-ce que la ville de Barcelone pourrait faire face à ce défi de mettre les enfants au centre des politiques que nous développons. Et à ce moment-là, nous avons déjà vu qu'il y avait un élément de justice urbaine, et c'était précisément tourner cette exclusion, une exclusion historique des enfants lors des planifications, lors de la transformation de nos villes, comme notre collectivité. C'est pour ça que nous nous encourageons toute une stratégie qui est encore en vigueur et qui implique beaucoup d'actions. Et ce qu'elle vise à faire, c'est une réflexion d'actions et de propositions concrètes tout autour de l'urbanisme féministe. C'est l'urbanisme qui ne laisse personne de côté, qui incorpore tout le monde, là où tout le monde fait partie de la planification.
Et donc, quand on fait une rue, quand on repense une rue, quand on repense l'espace public en général, qui en plus est notre élément le plus démocratisateur, l'espace public, en fait, c'est ce qui nous rend tous égaux dans la rue. La rue à Barcelone, qui est une ville méditerranéenne, qui en plus est une extension de nos propres maisons, où on passe beaucoup de temps où on aime jouer, où on aime se promener, aller acheter, marcher. Et comment cette façon de vivre une ville dans une ville méditerranéenne comme la nôtre faisait partie d'une façon de faire de l'urbanisme. Ça semble comment, mais ça a été très transformateur et ça a permis de mettre Barcelone justement devant une sorte de vague de villes qui travaillons dans ce sens-là. Nous allons pouvoir écouter d'autres expériences de Sao Paulo, de Paris et d'autres lieux du monde qui se sont unis à cet objectif de faire que nos villes soient des villes pour les enfants, parce que nous savons que si c'est une ville pour les enfants, ce sera une ville pour tout le monde. Et ça, c'est un élément fondamental, à mon avis. De surcroît, nous passons toujours aux enfants dans une perspective d'avenir, leur avenir et le présent. Et ces enfants, aujourd'hui, méritent pour vivre dans une ville aimable, agréable, qui les accueille, qui leur permette de se développer en tant que personne. C'est pour ça que notre objectif principal était de tout faire jouer dans cette ville de jeux jouables, pouvoir se remettre en question à plusieurs niveaux. Donc cette utilisation déterminée de certains éléments, comme par exemple les voitures, qui sont mauvais pour la santé de nos enfants. Il fallait pas simplement y penser en clé d'avenir, mais il fallait y penser en clé de présent. Comment changer cette situation, justement. Et là, peu à peu, on a vu surgir de nombreuses initiatives. Je vous en parlais de certaines que je voudrais souligner, mais il y a 2 ans, nous avons présenté le plan de jeu qui débordait les zones de jeu, les aires de jeu traditionnelles où se retrouvaient les enfants pour passer quelques heures de leur jour, de leur journée. Et nous pensons que tout espace de la rue pourrait devenir ou être susceptible de devenir un espace de jeu. Et donc, comment est-ce qu'il fallait penser les rues? Comment est-ce qu'on pourrait incorporer également de nouveaux éléments? Et c'est là où on a vu apparaître les zones singulières que vous avez vues à San Andreu, à Nou Barris, dans plusieurs quartiers de notre ville. Nous avons vu apparaître des éléments singuliers de jeu, des éléments qui permettent un apprentissage avec le jeu beaucoup plus intense, beaucoup plus important. Et donc, je crois que beaucoup d'initiatives ont été dirigées précisément à couvrir cette déclaration d'intention qu'a représenté le plan de jeu que nous avons entamé il y a 2 ans. Un plan pionnier et ambitieux avec plus de 60 actions. Et comme je vous le disais, on remplit nos quartiers et on débordait parce que c'est des actions urbanistiques. Mais j'aimerais un petit peu résumer les propositions. Alors, ce plan de jeu a des mécanismes quantificables que nous pouvons mesurer. On peut mesurer l'axe d'action, le développement, etc. Mais ceci s'encadre dans une stratégie de ville, c'est-à-dire obtenir cette ville jouable et surtout avoir une ville où on puisse vivre. Parce qu'on ne veut pas que les gens abandonnent Barcelone, on ne veut pas que les enfants se sentent exclus dans notre ville. Et nous voulons qu'ils puissent en profiter complètement avec en toute plénitude. Donc, une des premières stratégies a été précisément mettre en place cet espace de jeu concrètement, agir du point de vue concret. Ça voulait dire penser un petit peu ou changer ces façons de faire historiques. Je me souviens, le premier débat, qui est-ce qui s'occupe des aires de jeu? Parcs et jardins, c'est une partie de la mairie qui a été un petit peu le tiroir où on mettait un peu de tout. Est-ce qu'il y a un leadership là? Est-ce qu'on réfléchit pourquoi on le fait et comment on le fait? Ce qui nous a permis de définir des critères. Et donc, toute aire de jeu doit être définie par ces critères. Ça, c'est l'élément prioritaire et qui nous a aidé, qui a aidé en fait des techniciens qui peuvent avoir finalement un cadre qui va leur permettre de développer ces nouvelles aires de jeu et reformuler les aires de jeu actuelles. Parce qu'il faut les réhabiliter, on ne peut pas les faire et dire ça y est, c'est tout. Non, il faut qu'on réfléchisse de façon constante pour les améliorer, pour que nos enfants soient sûrs dans ces aires de jeu et que ces aires de jeu soient adaptées à leurs besoins. Et bien entendu, en prenant en compte les thèmes d'accessibilité ou d'autres thèmes, comme par exemple
le pouvoir utiliser certains matériaux, etc. Disons, connecter avec tous ces différents thèmes. Alors, on a fait plus de 100 nouvelles zones aires de jeu. On en a remodelé plus de 170 ces dernières années pour permettre ce jeu plus stimulant, plus diversifié et surtout le partager. C'est quelque chose qui doit être partagé entre parents, enfants, que tout le monde puisse y participer. Et je ne sais pas si les présents ont pu le voir en direct, mais je vous encourage, je vous invite à vous promener par la place Saint-Michel de Barcelone. La place Saint-Michel, c'est une fête d'enfants. Tous les matins, tous les après-midi. Avant, c'était un espace gris, en ciment, dur, qui servait de parking pour les voitures. Et en ce moment, après une transformation, c'est devenu un espace de vie. Entendre ces enfants jouer. Enfin, pour ceux qui ne savaient pas, la place Saint-Michel se trouve à côté de la mairie de Barcelone. Et donc, on travaille et on sort dans la rue et on voit plein d'enfants. Il faut esquiver les voitures, les ballons, les vélos, etc. C'est génial. C'est une sensation de grand plaisir, en fait, de pouvoir avoir une transformation aussi concrète qui génère une vie magnifique au sein du quartier et qui nous touche. C'est une bonne vibration créée par cette place d'enfants qui jouent et ça facilite que l'on travaille beaucoup mieux en fait. Et donc je vous invite à aller le voir et le connaître. En deuxième lieu, un autre élément important que nous avons travaillé durant ce mandat et avec lequel nous avons voulu aussi mettre les enfants au centre des transformations réalisées, c'était les écoles. Nous savons depuis bien longtemps, ville de Barcelone, nous savons donc que nos écoles sont situées dans un environnement de ville avec des niveaux de pollution élevés et que cela a un impact et une influence sur la santé et le développement des habiletés, des capacités des enfants qui se rendent dans ces écoles, dans ces centres, dans ces écoles. Et donc, il est très important pour cela que nous soyons très stratégiques. Et donc, que ces écoles aient des actions de protection. Et c'est là que nous avons commencé en 2020 un projet qui s'appelle Protegem les Escolas, protégeons les écoles, dont l'objectif est d'avoir des actions pour changer l'utilisation de ces rues qui entourent les écoles. C'est un objectif ambitieux, d'entrée, il faut le dire, mais la communauté éducative, les enfants, les parents, différentes entités, Revolta Escolar, d'autres associations, d'autres espaces ou plateformes de la ville nous débordent une fois de plus pour nous dire qu'on doit arriver au maximum d'écoles de la ville, ou à toutes si possible. Et donc, on travaille dans cet objectif. Mais on peut déjà dire qu'en 2022, on va arriver à plus de 150 écoles. C'est-à-dire qu'il y aura donc déjà une couverture d'actions qui permettront au moins améliorer cet aspect-là et changer surtout une mentalité très importante. Une mentalité, les gens ne se rendaient pas compte que quand ils conduisaient en voiture autour d'une école et qu'en fait ceci générait un problème. Beaucoup des problèmes chez ces enfants. Donc, il était important d'identifier une école. Une école est un endroit important, qui dépend de tous, qu'il faut que nous respections, dont nous devons prendre soin aussi. Et donc, une action prioritaire qui génère des espaces plus larges. Et surtout, durant la pandémie, on a profité pour faire que beaucoup de ces espaces générés soient occupés par les classes d'école qui ont pu sortir, parce que c'était moins sûr à l'intérieur, et donc générer un espace plus confortable au sein de l'espace public, et ce à travers notre programme complémentaire. Mais l'objectif, en fin de compte, c'était que les écoles ne sont pas enfermées en soi, ne sont pas agressées par une pollution, mais que les écoles soient vraiment celles qui remplissent l'espace extérieur. Et donc, qu'on enlève de l'espace à voiture pour donner plus d'enfants sûrs, sur un niveau de santé, mais aussi un niveau physique, parce que nous avons vu des accidents graves dans notre ville. Et troisièmement, une autre des stratégies qui encadre un peu le tout, c'est la stratégie d'information de Barcelone qui s'encadre dans ce principe, dans cette façon de vivre, dans cette façon d'utiliser, de voir, de penser la ville. C'est Superbloc Barcelone. C'est un projet qui va au-delà d'une action concrète, mais qui implique une nouvelle façon de vivre et de penser la ville.
Donc maintenant, c'est un plan qui se concentre dans certains quartiers de la ville. Saint-Martí, l'Eixample sont les quartiers de la ville, mais on veut arriver à d'autres quartiers comme Horta, Bon Pastor. Cela va impliquer des actions comme ouvrir des rues. Obrir Carrers, c'est une autre des actions, un autre des programmes que nous avons impulsé dans notre mandat. C'est couper les rues le week-end pour voir qu'est-ce qui se passait. Et on a vu des enfants qui apprenaient à faire du vélo, précisément dans ces rues où les commerces ont aussi une possibilité de revivre après de nombreux mois de fermés. C'est donc toute une série d'actions qui sont très unies les unes aux autres et à cette stratégie d'obtenir une ville plus habitable, plus saine, où les enfants soient précisément le centre. On l'a vu à San Antonio, c'est la première super bloc physique qu'on a pu essayer, comme à Saint-Michel. C'est un autre des espaces qui se remplissent de vie tous les jours. Et on voudrait que ça devienne la norme et pas l'exception. On voudrait que ça arrive dans la plus grande partie de nos rues et que lorsqu'on se promène dans les rues de Barcelone, comme Conseil de Seine, Contaborrey, Rocafort, qui vont être les premières, on va agir, donc que ça devienne la nouvelle normalité. La normalité de ne pas voir de voitures et voir des gens en train d'utiliser cet espace, à se promener, à jouer et de faire un changement véritable. Il faut savoir que dans le centre de Barcelone, 300 000 voitures circulent tous les jours. Et on voudrait qu'il y ait plus d'enfants en train de jouer avec leurs ballons, avec leur vélo, avec leurs parents, qui puissent profiter de la ville comme nous le faisons nous aussi. Donc, l'objectif avec toutes ces actions est de concrétiser, générer un cadre de transformation urbanistique qui mette ces enfants, qui se représentent le présent et l'avenir, au centre. Et notre obligation, c'est d'être à leur service, à la hauteur de leurs besoins, dans un contexte d'émergence climatique et dans un contexte où notre espace public, qui est réduit, comme celui de Barcelone, nous n'en avons pas beaucoup, l'objectif est de le rendre plus démocratisateur, de le faire arriver à tout le monde et que tout le monde sente que cet espace lui appartient. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui rendaient possible ces stratégies. Merci pour les visions qui complémentent depuis les différents secteurs. Merci aux expériences internationales parce que tout cela nous aide à travailler beaucoup plus pour faire rendre cette ville meilleure pour les enfants et pour tous. Merci beaucoup. J'espère que ça va être une très bonne journée avec de nouvelles propositions pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. Janet Sands, tu es très enthousiaste, je trouve. J'écoutais et je me souvenais que la nouvelle, lorsque nous avons présenté le plan de jeu de Barcelone, la nouvelle dans les villes, c'était on va enlever les panneaux interdiction de jouer au ballon dans les places. Et par contre, on a vu l'innovation de ces nouveaux espaces comme San Antonio, Saint-Michel. On a vu un grand changement durant ces 2 dernières années et on a un horizon 2030 avec beaucoup de projets dont nous a parlé Janet Sands, dont plusieurs. Elle va on va en parler dans chacun d'eux. On va faire ce tour du monde. On va se promener un petit peu depuis le Born jusqu'au Moy, comme on dit ici. On va partager ce projet avec d'autres grandes villes du monde, comme Paris, Sao Paulo aussi, de la ville du réseau de villes éducatrices que préside Barcelone. Des villes inspiratrices qui ont une vision et que nous avons invitées pour partager des expériences avec nous. Notre parcours virtuel commence. Je m'entends moi-même? Donc, notre parcours commence par Paris, une ville qui travaille depuis des années pour promouvoir et augmenter les opportunités de jeu dans l'espace public, surtout pour l'enfance, mais aussi pour toute la citoyenneté. Ça, c'est un concept de ville éducatrice aussi. Avec des projets comme, par exemple, la ludothèque de la place de la République, les refuges climatiques, les cours d'école ouvertes, la pacification des jeux. Ce sont des choses qui nous semblent connues parce que nous nous copions entre villes jouables. Et tout ceci avec une approche intergénérationnelle qui a fait que les gens fassent cela, sortent à la rue pour jouer. Donc, depuis Paris, la ville de la lumière, nous avons en direct Cyril Pirot, qui est directeur du cabinet de Patrick Bloch, adjoint à la maire de Paris, chargé de l'éducation de la petite enfance et des familles et des nouveaux apprentissages, et du Conseil de Paris. Il est ici parmi nous. Oui, bonjour à toutes et à tous.
Merci pour d'abord cette belle invitation de l'Association internationale des villes éducatrices et merci pour toutes qui ont été prononcées par la représentante de la ville. Nous retrouvons parfaitement dans les préoccupations que vous avez exprimées les enjeux, car pour rendre la ville jouable, c'est évidemment d'abord un sujet d'espace public, de rendre un espace public plus apaisé, et je pense que nous sommes tous confrontés à la même problématique. Nous résumer en un seul élément, réduire considérablement la place de la voiture sur les espaces publics pour redonner cet espace aux piétons. Et c'est comme cela que nous aurons un espace public plus apaisé, moins bruyant, moins polluant. Le sujet de la pollution de l'air est évidemment un enjeu fondamental et que la maire de Paris, Anne Hidalgo, porte depuis son arrivée en tant que maire en 2014. Nous voulons tous une ville où il est plus agréable de vivre, où il est plus agréable de respirer, où il est plus agréable de circuler. J'ai voulu, dans la présentation que je vais vous faire, qui va être très brève, vous allez le voir, mettre l'accent sur 3 dispositifs qui résument assez bien notre ambition et ce que nous faisons actuellement, même si, comme chacune de nos villes, la crise sanitaire et le Covid nous a constitué une sorte de parenthèse, mais nous n'avons pas interrompu toutes nos activités et l'ouverture de nouveaux dispositifs, bien au contraire. Alors, je vais commencer par, et je veux bien la diapositive suivante, par le premier dispositif qui est les ludothèques. Et alors, Paris, comme vous le savez, est une ville extrêmement dense. Elle n'en donne pas l'impression comme ça, parce qu'il n'y a pas énormément de tours à Paris, il n'y a pas de très hautes constructions. Néanmoins, il faut savoir qu'à Paris, 66% de la surface est bâtie. Et c'est pour ça que c'est une ville la plus dense du monde. Et donc, l'enjeu, c'est comment, dans une ville dense, où l'espace public est rare, comment on peut développer de nouvelles activités pour que les enfants et leurs familles puissent jouer. Et un exemple assez emblématique, c'est ce que nous avons fait, place de la République. Je veux bien la diapositive suivante. La place de la République est évidemment une place emblématique, symbolique, politiquement, historiquement, c'est une place où il s'est passé et où il se passe énormément de choses. C'est une grande place, quasiment au centre de Paris, qui a été rénovée il y a une petite dizaine d'années pour la rendre aux piétons. Et dans cet espace, qui est ouvert, sur lequel il y a très peu de repères, à part des arbres, nous avons implanté une ludothèque, et je veux bien la diapositive suivante. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que cette ludothèque, elle est implantée dans un coin de la place, elle n'est pas balisée, il n'y a pas de barrière, et que, bien que la place de la République ait été considérablement apaisée, il reste encore du bruit, place de la République, il y a encore de la circulation de voitures, et avec un dispositif comme cela, on peut offrir aux familles un espace apaisé qui leur permette de faire venir leurs enfants et de jouer. Et le spectacle de cette ludothèque, par exemple, le samedi après-midi, lorsqu'il fait beau, et en ce moment à Paris, il fait beau, eh bien, vous voyez des familles qui se sentent quasiment isolées du bruit environnant, de toute la circulation piétonne et vélo autour, et un petit peu comme dans une bulle, et qui jouent avec les jeux qu'on met à leur disposition. Et par exemple, et c'est la diapositive suivante, vous voyez un exemple de bibliothèque, de jeux, où les familles viennent se servir, et on voit vraiment une très grande complicité entre les parents et leurs enfants, entre des jeunes et moins jeunes, parce qu'il peut y avoir des personnes relativement âgées qui viennent. Et tout ça, ça donne
c'est une très belle expérience humaine qui montre que sur un espace public qui n'est pas encore complètement apaisé, on peut développer des belles initiatives de jeu. Je veux bien la diapositive suivante. Alors, un autre dispositif qui est dérivé, ce sont les ludomoves. Le dispositif de la place de la République est un dispositif fixe. Eh bien, nous avons inventé un autre dispositif mobile qu'on peut déplacer, qu'on peut implanter de façon extrêmement rapide. Et ce sont les ludomoves. Et comme vous le voyez sur la petite illustration, une ludomove, c'est quoi? C'est un conteneur, généralement un conteneur maritime, et il y en a beaucoup à recycler partout dans le monde, qu'on a transformé en ludothèque mobile. Et je veux bien la diapositive suivante. Et là encore, on l'implante, alors on a un calendrier, on fait circuler la ludomove tout au long de l'année, évidemment plutôt à partir du printemps, en différents endroits de notre ville. Et là aussi, on voit qu'à partir du moment où on implante un dispositif comme cela dans un espace qui n'est pas forcément extrêmement important, on arrive à attirer les familles et leurs enfants et à créer un lieu d'animation, à reconquérir l'espace public pour les piétons et pour les familles. Et vous avez évoqué tout à l'heure la place, je crois, Saint-Michel, voilà, en face de la mairie de Barcelone. Et ben, à Paris, nous constituons des petites places Saint-Michel un peu partout. Vous avez sur cette illustration à gauche, évidemment, une ludomove implantée sur les berges de la Seine, qui ont été, grâce à un combat qu'a mené la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ont été débarrassés de leur voiture pour le plus grand bonheur des Parisiens. Eh bien, voilà, nous pouvons implanter le jeu vraiment dans différents endroits d'espace public, et ce sont des dispositifs qui sont très demandés par les mairies d'arrondissement. Je veux bien la diapositive suivante. Voilà, et alors, le troisième dispositif que je voulais souligner, et ça tombe bien que nous soyons à Barcelone, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on s'inspirait les uns les autres, qu'on se copiait les uns les autres, eh bien là, oui, clairement, je l'avoue, nous vous avons copié. Et parce qu'à Barcelone, vous avez ouvert les cours d'école il y a quelques années, et nous, à Paris, on n'arrivait pas à les ouvrir pour différentes raisons, que ça, comme on dit, ça ne se faisait pas. Eh bien, nous avons, c'est-à-dire depuis juillet 2020, de donner un coup d'accélérateur, et au printemps 2021, c'est-à-dire il y a quelques semaines, nous avons ouvert 48 cours d'école et de crèche aussi, le samedi. À Paris et en France, enfin, en tout cas à Paris, il n'y a pas de classe le midi, donc c'est un temps non scolaire. Et ces cours d'école, et je veux bien la diapositive suivante, elles sont ouvertes pour que précisément les familles viennent s'amuser le samedi matin, mais aussi l'après-midi. Et nous mettons ces cours à disposition, et je veux bien la diapositive suivante, et à chacun de s'en emparer. Alors, dans certaines cours, il y a des activités qui sont animées par les associations. Et alors, comme toujours, lorsque l'on fait quelque chose de nouveau, eh bien, il y a toujours des gens qui disent non, il faut pas faire comme ça, on n'aurait pas dû ouvrir les cours d'école. Et on dit toujours, mais regardez, à Barcelone, ils le font depuis longtemps et ça marche. Et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas à Paris. Et là encore, nous l'avons ouvert il y a quelques semaines. Et même quand le temps, la météo n'était pas très bonne, eh bien, ces cours, tout de suite, les quartiers se sont emparés, et ce qu'on voit est extrêmement réjouissant. Livre pour l'avenir, je vous ai dit qu'il y avait 48 cours d'école, il y a 649 écoles à Paris et 114 collèges, ce qui vous montre bien
la marge de progression que nous avons. Et puis, je ne l'ai pas montré ici, mais comme à Barcelone, bien entendu, nous apaisons la circulation devant les écoles. Nous faisons un dispositif qui s'appelle la rue aux écoles, de manière, par exemple, le matin, lorsque les enfants viennent à l'école, eh bien, il n'y ait pas de circulation de voitures, mais je pense que nous partageons toutes et tous, dans toutes les villes, quelle que soit notre diversité, cette préoccupation. Voilà ce que je voulais vous dire pour Paris. Merci. Monsieur Perrault, merci pour votre présentation. Nos ha gustado mucho desde Barcelona oírnos. Nous avons beaucoup aimé vous écouter. C'est bien, vous avez dit, on vous a copié. Vous avez dit que vous avez copié. Et bien, tout à fait, il s'agit de ça en fin de compte, de se copier les bonnes choses. Puisque dans les grandes villes, on a les mêmes problématiques en général, pacifier les espaces. Et puis, il faut partager pour pouvoir arriver plus loin. Bien. Et puis, on lui dit à tout à l'heure, hein, Monsieur Perrault, parce que un peu plus tard, nous allons nous retrouver pour un espace de questions. Les personnes qui nous suivent depuis le Born, depuis le Centre culturel, ainsi que ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez poser des questions à travers le chat et nous réserverons quelques minutes à la fin pour répondre à certaines questions. J'imagine qu'on n'a pas le temps de répondre à tout. Bien, nous allons passer à la deuxième ville invitée aujourd'hui. Nous allons traverser l'océan pour arriver jusqu'à Sao Paulo, au Brésil. Là, dans les années 70, le Conseil municipal de sport et de loisirs a mis en marche le programme As Ruas da Lazer. C'est les rues du loisir, qui met en main de la citoyenneté l'opportunité d'organiser, exécuter et profiter des activités ludiques et récréatives dans les rues de la ville, en les transformant dans des environnements de convivience, en changeant les environnements. Donc, on connecte avec la mairie de Sao Paulo, où nous allons retrouver Fabio Rodrigo Blandao, qui est coordinateur du projet des rues du loisir. Rodrigo Blandao, bon après-midi, bienvenue à Barcelone. Bonjour. 4 décennies, c'est beaucoup de temps. Comment est-ce que le projet des rues des lasers a transformé la ville de Sao Paulo? Bon après-midi à tous. Je suis le coordinateur du programme Ruas de Lazer, les rues du loisir. Et avant de commencer la présentation de notre programme, je pense qu'il est important de mettre en contexte notre programme à Sao Paulo. Vous voyez ici le Brésil avec ses définitions d'État et l'État de Sao Paulo. Vous avez une carte de couleurs qui montre les municipalités de la ville où nous nous trouvons. Les divisions par couleur sont différents districts municipaux, ce sont les différentes divisions. Et vous pouvez voir aussi différents indicateurs comparatifs avec Paris et Barcelone. Et vous pouvez voir que la ville de Sao Paulo est très, très peuplée, avec plus de 12 millions d'habitants. Donc, une ville extrêmement étendue, si on la compare à Paris ou Barcelone. La densité de population est moindre si on la compare à celle de Paris et de Barcelone. Cet indicateur, de façon isolée, bien, vous direz, d'accord, mais cet indicateur, comment est-ce qu'il nous a fait arriver à ce programme Rue du loisir? Nous allons faire un petit exercice où il faut utiliser l'imagination, un exercice qui nous fait remonter aux années 70 de Sao Paulo des années 70, qui était une ville avec un processus d'humanisation croissant, où l'on souffre un processus de migration interne, de personnes qui venaient des zones rurales de l'État de Sao Paulo, mais aussi d'autres zones du pays, avec donc moins de pouvoir économique, et qui arrivaient à Sao Paulo pour trouver du travail, pour obtenir des meilleurs salaires, pour en fin de compte améliorer leurs conditions de vie. Mais ils n'ont pas réussi à vivre dans la zone centrale de la ville, qui est la meilleure,
ils ont dû se diriger dans la périphérie et dans les zones périphériques, et donc qui ont une énorme densité de population. Et lorsqu'on parle du programme des rues du loisir, lorsqu'on parle de loisirs dans ces zones très densément peuplées, il n'y avait pas d'équipement public. Il y avait un accès très difficile aux lieux privés, parce qu'il n'y avait pas de transport public, il y avait un réseau de transport public il n'y avait pas de réseau public qui mette en communication le centre avec les périphéries. Donc il fallait intervenir et on a créé il s'est créé un environnement qui a permis le projet de la rue du loisir, qui a commencé en 1976, avec 3 piliers ou 3 objectifs. C'était donner plus... c'était les objectifs du secrétariat de sport, c'était d'encourager des opportunités pour les activités et de récréation. Et le deuxième objectif était de s'approprier de l'espace public. Il s'agissait de fermer la rue aux véhicules et changer cet espace et les transformer dans des environnements de vie. Et le troisième objectif, c'était encourager l'autonomie des citoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes choisir leurs activités de loisirs et de sport. La première norme a surgi en 1990 et dans les années suivantes, il y a eu d'autres lois, d'autres décrets, d'autres normes, mais qui étaient très flexibles en fait, ou plutôt très peu flexibles, et qui rendaient difficile de s'adapter au changement, à la transformation que tu es en train de vivre, São Paulo, à cette époque. À partir de là, on peut prendre en compte 2 éléments. L'optique quantitative, et nous pouvons comprendre que le programme a eu un certain succès. En 2013, nous avions 1077 rues actives, mais bon, évidemment, on a eu toute une série de problèmes, des problèmes de gestion, des problèmes internes, qui n'ont pas été bien gérés. Il n'y a pas eu de contrôle correct quant à la gestion de ces rues. Il y a eu une grande augmentation de ces rues de loisirs, mais de façon très désordonnée. Ça a été en fait un processus très chaotique, ce qui a provoqué, en fin de compte, des problèmes sociaux, comme par exemple des espaces fermés qui donnaient lieu à des soirées, à des fêtes non régulées, non autorisées, et qui créaient des conflits entre les voisins, certains favorables aux rues des loisirs et d'autres complètement opposés. Et c'est devenu en fait un thème de football politique, c'est-à-dire que personne ne se mettait d'accord. Les gens essayaient d'obtenir les votes en utilisant ces rues du loisir comme argument politique. En 2013, on a fait une évaluation très ambitieuse. Un des techniciens de l'époque, le professeur Alan, et son équipe ont réalisé toute une recherche sur le terrain. Et ils ont interviewé à plus de 3000 personnes. Et ceci nous a montré que 13% de ces rues étaient considérées actives, c'est-à-dire que 130 rues de loisirs étaient considérées actives. Et face à cette photographie fixe,
le groupe technique a rédigé une nouvelle normative avec des règles beaucoup plus claires pour pouvoir mettre en place ces rues des loisirs. Il y a eu le décret 55 684 du 12 novembre 2014 qui l'a mis sur papier. Alors, ces règles ont provoqué des changements clés, comme par exemple limiter la quantité de rues de loisirs dans un rayon de 2 km. Ensuite, après les résultats de cette recherche, nous avons fait une modification, enfin on a fait une étude du profil des habitants et on a créé de nouveaux horaires d'ouverture. C'est-à-dire que de 10h du matin à 4h l'après-midi, de 9h du matin à 5h l'après-midi, le jour d'entre-semaine, et de 10h à 4h le dimanche. L'autre changement clé était de créer un pourcentage minimum c'est-à-dire disons-le, que les habitants qui, à travers une pétition, étaient ceux qui devaient prendre des décisions. Et il devait y avoir un pourcentage minimum correspondant à la population pour pouvoir le mettre en marche. Ensuite, les habitants, tous les ans, devaient faire un registre, en fait. Sinon, les rues de loisirs étaient désactivées. Mais à mon avis, les deux changements, ça a été les deux changements les plus, importants parmi d'autres. Voici un diagramme de flux de mise en place et qui fixe clairement la responsabilité de chaque acteur. Alors, les habitants des rues des loisirs sont les personnes qui doivent donner la documentation à la préfecture, qui, à son tour, analyse les documents, fait une étude et donne l'accord ou pas. C'est-à-dire que les habitants doivent présenter une pétition, une demande. Ensuite, cela passe à travers le secrétariat de transport et mobilité urbaine. Et là, on fait une étude claire de quel sera l'impact si la rue est fermée. Et ensuite, ça passe aussi au ministère des Sports qui, en fait, se charge du problème, comme j'ai dit au début. Et donc, on commence à mettre des signalisations et on commence à distribuer ce type de signalisation. Et de cette façon, ce sont les propres habitants qui gèrent la rue. Par exemple, ils ferment la rue un dimanche avec ce type d'instruments, enfin, d'outils. Alors, ce que je veux dire, c'est que le secrétariat de sport a pensé qu'il faudrait faire une limitation du nombre de rues, mais le décret devait être un peu trop flexible puisqu'il n'y avait pas de restrictions. Et donc, le nouveau décret a établi des limites pour les nouvelles implantations. Par exemple, des rues qui, au début, lorsqu'on a commencé à faire le programme des rues du loisir, pouvaient l'être, mais maintenant ne peuvent plus l'être. Alors, il existe donc des normes qui restreignent plus, mais qui sont plus réalistes, en fait, parce qu'il y a des rues qui ne peuvent plus être des rues de loisirs. Donc, après les recherches, 13% de ces rues actives et 80 étaient actives. Et le pourcentage restant n'était pas intéressé par ce programme. Alors, on dit, bon, on peut réduire les rues et concentrer nos efforts sur celles qui fonctionnent bien et qui ont la volonté. En 2026, il y a eu 22 rues de loisirs
Et ceci a fait que l'on réalise des actions actives pour encourager l'ouverture de nouvelles rues et surtout encourager les habitants pour qu'ils fassent des activités dans les rues. Et à cette fin, le secrétariat de sport de la municipalité a réalisé, s'est associé avec la société civile et dans la ville, dans certains quartiers municipaux, ils ont commencé à réaliser des activités toutes les semaines. Parmi ces activités, il y a les jeux traditionnels, comme la marelle, cache-cache, football dans la rue, qui est un jeu très traditionnel, très populaire, hein. Une piscine au milieu de la rue. Et l'Institut municipal de sport a réussi à s'associer avec le secteur privé également pour, par exemple, l'Alameda Araes et l'agence Animarte, qui est une agence de publicité de marketing, et qui a pensé, bon, on va organiser des activités et donc, ils ont organisé des activités dans une rue et ça n'a rien coûté au secrétaire de sport. Ensuite, il y a d'autres relations avec la société civile. Par exemple, ici, une réunion de spécialistes de la récréation, des spécialistes de la zone, avec des ateliers de jeux, avec des ateliers d'activités imaginatives qui mettaient en jeu l'imagination, le sport ou la culture. D'autres partenaires ont été toute une série de programmes de secrétariat du sport, et je cite un exemple. Par exemple, la Journée mondiale de l'eau, on a réalisé un programme de sport, d'autres activités, par exemple la 6e rencontre municipale de rue du loisir. Il y a eu 2 rencontres par an, et ce sont 2 rencontres durant lesquelles on parlait de la gestion locale du programme et où on abordait les bonnes pratiques également. Et ici, vous voyez, cette dame, par exemple, avait dessiné une piste d'athlétisme dans la rue et proposé des ateliers aux enfants. C'est une dame sportive, une athlétisme, dans la zone de Villa Mariana. D'autres exemples. On a présenté des ateliers de peinture et graffiti, par exemple, des ateliers de recyclage également, des tournois de football rue entre différentes rues. Et toutes ces expériences ont été présentées. Et puis, nous avons aussi créé des liens avec l'université, le monde académique, parce que les universités ont toujours encouragé les étudiants à pratiquer les théories qu'ils avaient ou qu'ils étudiaient en classe. Vous pouvez voir ici une carte de la municipalité de Sao Paulo et la zone globale de Campalo avec ses 50 programmes de rue de loisirs. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe à l'avenir? Voici le budget public pour 2021 de la mairie de Sao Paulo, du secrétariat municipal des sports, 33 millions, et un budget pour l'encouragement, la promotion des activités sportives, récréatives et de loisirs de 80-60 000 euros. Le représente n'a pas, il utilise une petite fraction de ces quantités pour pouvoir réaliser ces activités, pas toute la quantité. À partir de cette image de budget, on peut établir des objectifs pour les 5 années à venir. Ces objectifs sont ceux d'augmenter le nombre de rues de loisirs actives. On augmente le nombre de rues, mais on ne change pas la qualité du programme.
On ne va pas faire une augmentation quantitative s'il y a une diminution qualitative. Pas du tout. Nous voulons améliorer la qualité. Il y a 70 rues actives et tous les ans, nous avons prévu une augmentation d'un petit pourcentage du nombre de rues actives. L'objectif est d'arriver à dépasser les défis comme par exemple la pandémie, survivre à la pandémie. Au mois de mars de l'année dernière, tous les programmes de sport et de loisirs ont été suspendus. Et la même chose pour le programme des rues de loisirs. Et donc, en fait, à la fin, il s'agit de réaliser un diagnostic et d'établir un calendrier de travail. Et puis également faire des réunions avec les anciens associés du programme qui ont garanti des actions à un coût zéro. Il ne vous reste qu'une minute. Pardon? Oui, vous pouvez continuer, mais vous disposez plus que d'une minute de temps. Debemos terminar un minuto. Ok, não vai passar disso, prometo. Très bien. Donc, je vais terminer en une minute. Posso continuar? Je peux continuer? Oui. Ok. Então, finalizando. Bon. Se aproximar de antigos parceiros. Et pour terminer, donc, custo zéro para a secretaria. Donc, on voulait se retrouver avec nos anciens partenaires du programme. Un autre défi, c'est de digitaliser ou numériser le programme. Nous avons profité, nous voulons rendre disponible une guide d'activités, de jeux et d'activités ludiques à ce moment d'isolement à cause de la pandémie. Nous disposons également d'une application qui va permettre de sorte de gamification qui donne toute une série de jeux aux activités de loisirs. Un autre défi, c'est faire un investissement, acheter plus de ces chevalerets et faire de la promotion. Et puis, pour terminer, nous pensons que l'investissement pour 2025 est un investissement de 100 000 euros et nous considérons que nous arrivons tous à nos objectifs. Eh bien, si nous abordons avec volonté tous nos problèmes, nous pensons qu'il y ait plus de personnes qui participent et que le programme arrive à avoir un coût per capita de 0,35 centimes d'euros. Et je termine ma présentation. Voici ici toutes les références bibliographiques, ce qui inclut une étude réalisée. Voici mes données et cette présentation qui est vous dire que cette disposition est à votre disposition au sein de l'Association internationale des villes éducatrices. Donc, sur la web de AIV, vous trouverez la présentation. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer ici. Merci beaucoup, Monsieur Brandao. Merci beaucoup de nous avoir amenés à Barcelone et au monde entier à travers Internet. C'est Ruas do Lazer, c'est rue de loisirs. Cette photo qui nous a montré tout un parcours de essais-erreurs. Un projet qui a commencé comme une boom et qui a dû se réinventer, se reformuler tout au long des années, mais qui a de bonnes perspectives à mon avis. Merci de nous accompagner cet après-midi à Barcelone. Bon, et après avoir connu de plus près certains des projets de nos villes invitées, de Paris et de Sao Paulo, nous partons à Londres pour donner la bienvenue à Tim Gill, qui est un référent et expert en ville jouable. Nous lui avons demandé quelque chose de spécial pour la journée d'aujourd'hui à Barcelone. C'est qu'il nous dessine
cette carte internationale des villes jouables, les 4 ou 5 projets référents et plus puissants dans ce moment dans le monde entier. Des exemples à suivre quant à la transformation des espaces urbains à travers le jeu. Et en passant aussi, on lui a demandé aussi qu'il évalue l'apportation de Barcelone avec son plan de jeu, donc son apport à ce changement de paradigme international. Donc depuis Londres, nous donnons la bienvenue à Tim Gill. Bonjour Tim, bienvenue à Barcelone. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonjour. Donc, nous devons célébrer la journée et ce que je voyais, ce qu'on veut, c'est soutenir et célébrer ce qui est distinctif des enfants en jeu. Je partage l'écran. Ceux de Barcelone, vous allez reconnaître le super bloc de Poplanow. Janet s'en a parlé. Et moi, je vais faire un petit peu avoir une vision des villes qui ont essayé de devenir plus... Le même que le titre de mon discours. Lorsqu'on parle aux enfants, on parle de notre enfance. À quoi nous jouions lorsqu'on était enfants? Quelle était notre vie dans les villes? Et une autre image qui nous montre comment les relations avec les enfants ont changé, entre la ville et les enfants ont changé. Voici une image de Sheffield où on voit 4 enfants. Ils ont tous 8 ans, mais 4 générations de la même famille. Et ils ont grandi dans la même ville. Et vous pouvez voir la grande partie qui prend presque toute la carte. C'est donc c'est tout le territoire de l'arrière-grand-père en 1919. Ensuite, vous voyez comment les cercles se terminent. Voici le fils qui se déplaçait quelques mètres jusqu'à le bout de sa rue. Et on sait que la plupart des enfants à l'âge de 8 ans, en tout cas en Angleterre, ils n'ont pas le droit de sortir de leur maison et de leur jardin. Et donc ceci ça capture ce que j'appelle c'est les horizons de l'enfance qui diminuent. Et ça, c'est un des changements les moins explorés dans la vie des enfants. Et ceci a lieu dans tout le monde. Et une des raisons pour lesquelles cela a lieu, c'est parce à cause des changements de l'environnement construit. Donc, je pense que c'est bien parce que cela nous rappelle ce que c'est d'être un enfant qui explore une ville. Et c'est quelque chose que beaucoup d'enfants ne peuvent pas vivre aujourd'hui. Dans mon présentation, je vais dire qu'est-ce que je veux dire par un changement adapté aux enfants. Et puis, je vais parler un petit peu de Barcelone et quelque chose qui nous permettent d'aller de l'avant. Alors, je vois des designers de planification adaptés aux enfants et qui utilisent 2 dimensions. La première, c'est les choses à faire. Il faut qu'il y ait des zones de jeu, de la nature, des parcs. Donc, beaucoup de choix, des choses à faire. Mais cela ne suffit pas en soi parce que si les enfants peuvent avoir des choses à faire, mais ils doivent pouvoir se rendre dans ces enfants. Donc, la mobilité des enfants est très importante, surtout à pied et en vélo. C'est l'autre dimension qu'il faut prendre en compte. C'est la seule façon d'avoir beaucoup de choses à faire, d'endroits à aller, et un haut niveau de capacité pour avoir une ville adaptée aux enfants. Alors, à quoi ça ressemble? Dans mon livre, je partage un quartier, mais il y avait une question. Il y a une question, ce n'est pas une recette, c'est une source de réflexion. C'est le quartier de Verbas, c'est un suburbe de Freiburg d'il y a 20 ans. Vous voyez 2 images ici. Le point clé sur Fribourg, c'est que c'est un district de 400 000 personnes, mais il n'y a pas de voiture.
Dans ce quartier, en fait, c'est pas avant ça, c'est parce que paient très peu l'ont de voiture, et s'ils en ont, il faut qu'ils garent dans un parking gratuit qui est à l'extérieur de l'espace habitable. Donc, c'est tout un quartier qui a été, où l'espace est pour faire du vélo, se promener, jouer, pour la vie sociale, en fin de compte. Et donc, vous pouvez voir des images ici qui vous donnent une idée des rues, des espaces, avec une très bonne connexion entre les immeubles et les espaces extérieurs. Je l'ai visité 2 fois et à chaque fois, c'était incroyable de voir le nombre de personnes qui se trouvent à l'extérieur et l'utilisation de l'espace public. Et donc, dans mon livre, je propose une sorte de vie modèle idéalisé avec des points clés qui sont, pour moi, font que ce soit un endroit adapté aux enfants. Je ne vais pas parler de ce diagramme aujourd'hui, mais il sera disponible pour que vous puissiez le lire en détail et vous pourriez en tirer certains des points clés qui me semblent importants. Ça, c'est l'image que j'aimerais que vous ayez dans votre tête d'un quartier adapté aux enfants. Alors, quelle est la ville qui lidère? Alors, celles que j'ai écrites en bleu, ce sont peut-être pas les plus adaptées aux enfants, mais c'est ceux qui ont pris plus au sérieux l'objectif de devenir adaptés aux enfants, qui ont mis de l'argent, de l'énergie et du temps. Et je vais en parler un peu plus en détail de 4 villes de cette liste. C'est Gand, Rotterdam, Tirana et Recife. Et Barcelone aussi. Dans mon livre, j'ai marqué des points importants de ces différentes villes. Je ne vais pas parler en détail de ce diagramme, mais ce qu'il vous dira quelles sont les caractéristiques qui ont intéressé les différentes villes. Et donc, ça vous donne un petit peu l'idée de ce dont je vais parler de Barcelone. Parler de ce qui compte, les villes et l'espace public. Mais je reviendrai sur Barcelone un peu plus tard, parce que je vais commencer par Rotterdam. Rotterdam est fascinante parce qu'il a passé il a dépensé plus de temps, plus d'argent à rendre sa ville plus adaptée aux enfants. Et je pense, parce qu'il y a 50 ans, la ville s'est rendu compte, enfin, les leaders de la ville sont réalisés que toutes les familles qui voulaient partaient de la ville. Ce n'est pas un bon endroit pour élever un enfant. Et la ville s'est rendu compte que c'était un problème réel. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à investir, à rendre la ville meilleure. Voici un quartier qui est une zone désavantagée, juste à l'extérieur du centre-ville, où on a travaillé avec des partenaires locaux, avec des écoles et d'autres. La ville a ajouté une couche adaptée aux enfants à ce quartier, en améliorant les écoles, les zones de jeu, en rendant les rues plus vertes, en ajoutant des espaces de sport. Donc, plus de choses à faire. Vous vous souvenez mon cadre, hein? Plus de choses à dire, mais aussi plus facile pour les enfants de se déplacer. Donc, vous voyez ici, il y a moins de trafic dans ce quartier. Et puis, la ville s'est centrée sur ses politiques et a fait un plan de développement ou une planification spécifique par zone pour voir où est-ce qu'il y aurait des opportunités, où est-ce qu'il y a des manques. Et on peut se rendre compte que tout au long de ces programmes, plus de familles venaient dans ces zones à Rotterdam. Donc, du point de vue politique, c'est un programme qui marchait. Donc, voici Rotterdam. J'ai consacré tout un chapitre sur Rotterdam dans mon ville. La deuxième ville, c'est Gand. C'est pas très loin d'Amsterdam, en Belgique. Et à Gand, ce qui est intéressant, c'est que être adapté aux enfants, ça fait partie de l'identité de la ville. C'est très connu. Il y a même une équipe de 4 personnes au sein de la municipalité dont le travail est de travailler dans toute la ville pour réaliser, pour mettre en place ce plan d'action de ville adaptée aux enfants et qui gère toutes les fonctions de la municipalité. Et cette carte vous montre comment cette équipe a travaillé sur une zone de régénération. Une fois de plus,
c'est une partie pauvre de la ville, où on a fait beaucoup d'investissements, beaucoup de travail pour améliorer les espaces publics et les connexions. Vous voyez la ligne rouge, on appelle ça le tapis rouge qui connecte les espaces publics et les constructions de famille, les maisons de famille avec le quartier et connecte tout le quartier au centre-ville. Alors, ce qu'on a vu à Gand, c'était un exemple de recette peut-être, un espèce de modèle pour améliorer la ville pour les enfants. Et au centre, de ce modèle, comme à Gand, c'était une équipe de personnes de la municipalité et de politique qui ont travaillé avec les transports, qui sont centrés sur les résidences, sur les quartiers résidentiels où habitent les familles, qui ont fait des investissements de ces espaces et qui, idéalement, ont mesuré l'impact de ce qu'ils faisaient. Et ce modèle est un modèle que j'ai vu dans plusieurs villes et inclut la troisième ville de ma présentation, qui est Recife au Brésil. Et ce programme se centrait surtout sur les enfants les plus jeunes et c'est un programme qui se penchait sur la santé des enfants et l'accès des enfants à la santé et à l'éducation. Voici une carte qui montre encore une fois comment le programme allait connecter les villes en rouge et les espaces publics qui sont en jaune. Et ça, c'est un programme pilote que la ville veut appliquer dans notre zone. Recife avait d'autres programmes aussi qui étaient en marche. Un, c'était d'améliorer les vies dans les favelas et l'autre était un plan très ambitieux de créer un très, très grand plan public dans la ville. Et dans chaque fois la ville ajoutait une dimension de plus dans la ville. Et finalement, la ville finale que je vais présenter, c'est la ville de Tirana. Voici un bon exemple d'une petite place à l'extérieur d'une bibliothèque qui était ensuite un parking et qui était transformée en juste une petite place tranquille pour que les familles puissent passer du temps à l'extérieur. Dans une échelle plus grande, voici le parc de Tirana. C'est un des premiers projets du maire de Tirana. Une des pensées de Tirana, c'était que c'était une ville pleine de conflits. Il y avait beaucoup de conflits politiques après la chute du communisme et très peu de points communs. Mais le maire s'est rendu compte que s'il se centrait sur les enfants, ça allait créer des liens communs, un terrain commun. Et donc, comme on peut le voir sur le texte, pour adoucir un peu le ton plein de rancœur des politiques nationales. Alors Barcelone, que puis-je dire de Barcelone? Bien, une des forces de Barcelone, ou de travail de Barcelone, c'est que ce plan de jeu a eu une approche impressive à l'heure de réunir des données sur ce qui existait déjà. Vous pouvez voir une carte dans la ville qui montre les zones, les zones qui ont peu de propositions pour les enfants. Je crois que ce plan avait une vision, puisqu'il savait où il voulait aller, et il s'agissait de s'éloigner du vieux modèle des réserves de jeu. Vous voyez, avec une barrière, une petite porte, très peu d'imagination, très peu de jeu, très peu de compromis et d'engagement, en fin de compte. Et je pense que c'est une action très positive. Une autre chose positive dont on a déjà parlé, c'est se centrer sur les écoles et les cours d'école. Et parce que vraiment, c'est perdre un espace dans des villes aussi denses que Barcelone, un espace perdu pour les enfants. Et puis, nous savons aussi que certaines des mesures dont nous parlons prennent en compte la réduction des parkings, le trafic. Ça va être des problématiques. Donc, se centrer explicitement sur les enfants pour adoucir un peu la pilule et avoir un peu plus de soutien avec ces mesures. Et puis ma diapo finale, c'est juste
faire les choses, que les choses aient lieu. Et puis nous l'avons vu cet après-midi, les défis sont des défis politiques. Ce ne sont pas franchement des défis techniques, puisqu'on peut trouver des solutions de conception technique, puisqu'on a des soutiens, etc. Ce dont je crois nous avons besoin, c'est les bonnes personnes, surtout des personnes au sein de la municipalité. Vous savez de mon modèle. Et les politiques qui soutiennent ces personnes. Nous devons être opportunistiques. C'est un agenda émergent et nous devons donc saisir l'opportunité quels sont les crochets au changement de la ville, comme à Gand. Mais je voudrais terminer avec une vision des enfants comme un prisme unificateur des enfants, les enfants, hein, et que ce soit une espèce d'indicateur pour les villes. Et je ne pense pas que ce soit simplement un slogan. Je pense que c'est une déclaration de vérité. De la même façon, lorsqu'on voit un saumon qui remonte une rivière, c'est un signe. Si l'on voit des enfants de différentes années qui se promènent sans parents et qui peuvent agir et jouer dans leur quartier, ça c'est un signe de santé dans nos quartiers. Merci beaucoup. Merci Tim Gill de ce parcours illustré au travers ces villes référentes dans le monde, de villes jouables. Comment, en transformant les espaces, nous transformons également comment bougent ces villes. J'ai adoré la comparaison des saumons remontant le fleuve. S'il y a des saumons dans un le fleuve est en santé. Si les enfants qui jouent dans un quartier, c'est que le quartier est en santé. Ça veut dire qu'on fait bien les choses. L'analyse de Barcelone est positive. C'est vrai que cette automatisation des espaces de jeu nous intéresse, cette perméabilité. Ne pas le réserver à une partie des villes, mais comme expliquait Tim Gill, ce qui est intéressant, c'est que toutes les villes s'imprègnent de cette ville jouable. Alors, Einstein a dit, je crois que vous connaissez cette phrase, tout le monde doit la connaître, mais il a dit que jouer, c'est la façon la plus élevée de rechercher. Parce que jouer, c'est éduquer, en fin de compte. C'est évident, mais je pense qu'il faut le rappeler de temps en temps. Comme vous le savez, Barcelone préside la ville internationale de villes éducatrices qui sont toutes accrochées au jeu et à son pouvoir transformateur, comme nous l'avons vu tout au long de cet après-midi. Nous sommes connectés tout ensemble, ces villes communicatrices à travers Internet en suivant les présentations de cet après-midi. Et donc, pour clôturer cette partie internationale de la journée, nous avons la secrétaire générale de la section internationale AIV, Marina Canals. Marina Canals, bon après-midi. Une salutation à tous. Dans l'Association internationale de villes éducatrices, nous sommes conscients que les styles de ville, de famille accélérés, surtout dans les contextes urbains, ne facilitent pas le jeu enfantin. Si on ajoute à ça le pouvoir croissant des écrans, et qu'en plus beaucoup de villes et de villages pendant des décennies ont donné la priorité à l'automobile, ont oublié un peu le design et l'investissement dans les espaces de jeu, eh bien, maintenant, il faut favoriser l'existence d'espaces et des moments de jeu pour rendre nos municipalités des espaces plus ludiques, plus jouables. Aujourd'hui, 3 villes comme Barcelone, Paris et Sao Paulo nous ont démontré qu'il est possible de jouer dans des parcs, dans des places et même dans les rues et dans les cours d'école en dehors de l'école. Et ceci peut arriver quand il y a la volonté de le faire. L'importance d'analyser et évaluer les programmes nous a été présentée par Sao Paulo. Merci à Tim Gill aussi parce qu'il nous a fait un parcours avec d'autres exemples. Il nous a donné des pistes de comment faire pour que nos villes soient plus aimables, avec l'enfance plus agréable, en parlant de planification et de design d'espace des jeux. Ce qui est dommage de ces présentations, on a vu que les noyaux urbains peuvent être utilisés comme plateforme pour développer l'imagination et favoriser le développement émotionnel et social de l'enfance, favoriser l'exploration, comme tu disais, Clara, dans les nouvelles idées, explorer de nouveaux limites, développer des habilités, de pensée critique, des liens avec l'environnement, avec d'autres personnes de la communauté.
créer de nouvelles amitiés, et tout cela dans un contexte amusant, et non réglé. Je voudrais dire que le Commissariat pour les droits de l'homme de l'ONU reconnaît le jeu comme un droit de l'enfance. Et la charte des villes éducatrices nous invite à ordonner l'espace public pour servir les besoins d'accessibilité, de soins, de santé, rencontre, sécurité, jeux et loisirs, et tout cela pour améliorer la conciliation entre la vie personnelle, familiale et du travail. Pour tout cela, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du jeu, avec cet acte conjoint, nous avons voulu souligner son importance, partager de nouvelles pratiques pour animer à lancer des recommandations, pour améliorer les choses de ce point de vue-là. Donc, je lance ici quelques petits messages pour encourager toutes les villes et professionnels qui nous accompagnent aujourd'hui à être créatifs et courageux pour intervenir dans les espaces publics existants, les espaces de jeu existants des villes, pour les qualifier, pour améliorer d'autres, faire les devoirs qui n'ont pas encore été faits. Je vous encourage à découvrir d'autres espaces et scénarios potentiels de jeu, à penser des espaces intégrateurs qui ne ségrèguent pas, des enfants de différents âges et de conditions physiques différentes, des espaces qui, en plus d'être positifs pour l'enfance et la jeunesse, contemplent les besoins sociaux de leurs parents ou autres preneurs de soins et l'ensemble de la communauté. Et bien évidemment aussi une ville éducatrice. Nous invitons à inclure la perspective enfantine dans les projets de design de ces espaces et générer des synergies avec la société civile. Nous remercions la mairie de Barcelone, l'Institut de l'enfance et de l'adolescence et au Centre culturel du Born de la proposition pour avoir proposé d'organiser cet événement conjoint. On veut remercier les plus de 130 villes et pays du monde qui ont suivi cette rencontre via streaming, et à vous tous réunis ici. Merci de votre attention. Nous comptons sur vous tous pour faire que nos municipalités soient plus jouables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muito obrigada. Moltes gràcies. Merci beaucoup. A la Marina Canals. Marina Canals. I bé, tanquem aquesta primera part. Bien, nous allons terminer cette partie internationale. Nous revenons à Barcelone. Il y a un dicton qui dit que tout le monde revient aux bornes. Et c'est ce que nous faisons après être passé par Paris, Sao Paulo, Londres, Tim Gilles qui nous a parlé de Rotterdam, de Tirana, de Recife et de Barcelone. Nous revenons aux bornes pour recevoir ceux qui nous ont accueillis les bras ouverts. Carlos Vicentes, directeur du Born Centre culturel, qui peut nous accompagner. Vous pouvez l'applaudir pendant que j'explique tout cela. Resseguir l'evolució de les propostes educatives al llarg del temps és dibuixar una dimensió clau del debat polític a la Catalunya contemporània. Això és el que fa l'exposició que es pot... Donc, quant à l'exposition, nous pouvons voir avec une éducation à liberté 1908-1979 qui était inaugurée